Bonjour, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'interview de l'Axel. Donc aujourd'hui j'ai la chance, le plaisir, l'honneur de recevoir non seulement une grande représentante de l'écosystème, mais en plus une amie, on se connaît depuis très longtemps, donc on va essayer de faire une vraie interview, pas du tout copain, mais quand même avec beaucoup de gentillesse. Aujourd'hui je reçois donc Barbara Sessa. Barbara, bonjour. Bonjour Laurent, merci pour l'invite. Ah ben, c'est un vrai plaisir. C'est pas facile de t'avoir. Parce qu'en fait, on peut partager ça avec les auditeurs. Je crois que j'ai été le premier à t'écrire sur WhatsApp parce que j'ai vu passer une news, un entrefilé avant même que tu fasses ton annonce LinkedIn. Je t'ai dit félicitations, virgule, tu viens quand à l'Axel? Tu m'as dit quand tu veux, et il y a 3 mois. Parce qu'en fait, ton agenda est compliqué. Il y a moins de 3 mois, si on veut être honnête. 2 mois et demi. Oui, 2 mois et demi. Oui, c'est une prise de poste. Et donc, tu m'excuseras. Mais bien sûr que je t'excuse, c'est la blague. C'est en fait une prise de poste et ça demande beaucoup d'énergie et un agenda un peu compliqué dans ce moment. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'était la petite blague. Donc, Barbara Sessa, directrice générale Mastercard France. Oui. Peut-être, on va déjà commencer, parce que nous, on se connaît très, très bien depuis très longtemps. Alors, je vais faire un petit disclosure. On se connaît depuis longtemps parce que, vous le savez, dans une autre vie, celle qui n'est pas l'Axel, mais celle qui est mon métier, fondateur du Paris FinTech Forum, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec Mastercard et aussi en particulier sur un sujet qui tient beaucoup à cœur à Barbara, qui est la diversité et l'inclusion. Oui. Et je crois qu'on peut dire que tu m'as beaucoup aidé. Merci. Tu fais partie des quelques femmes comme Marguerite Bérard, Anne Kearns de Mastercard, qui, bien que n'étant plus chez Mastercard, on communique toujours, elle m'a beaucoup aidé aussi, à avancer dans ce sujet pas simple de la coopération entre les différents acteurs pour que ça se fasse dans un souci, j'allais dire, de construction et pas de guerre. Absolument. Pour que le monde se transforme, et c'est pas facile à transformer, mais en tout cas, tu m'as énormément aidé et tu continues à le faire d'ailleurs. Merci beaucoup. Par tes conseils souvent avisés, parce que je sais que pas toujours simple, on s'écrit un petit WhatsApp, tu me dis peut-être fais comme si, et je te remercie beaucoup. On y reviendra d'ailleurs, parce que pour Mastercard, c'est une cause très importante. Absolument, c'est ça. Mais on en reviendra tout à l'heure. On en parlera, mais déjà, je suis très honorée que tu me cites parmi ces femmes. Si important, qui pour moi représente encore un rôle modèle à suivre. Oui, mais après, il y a les rôles, il y a les titres sur les cartes de visite, et il y a ce qu'on apporte dans les échanges. Donc encore merci. Je reviens donc, peut-être, je disais que moi je te connais bien, mais peut-être notre public un peu moins. Bien sûr. Alors, est-ce que tu peux prendre 2-3 minutes pour te présenter toi, ton parcours, parce que tu n'as pas commencé par directrice générale Mastercard France. Non. Et puis après, enchaîner sur Mastercard, que les gens connaissent un peu mieux, mais peut-être quand même quelques grands mots, puisque Mastercard, ce n'est pas que une carte avec un logo, c'est plein de choses. Absolument. Donc, tu as un petit tunnel là, de quelques minutes, je te laisse te présenter. Okay. Alors d'abord, je suis italienne. J'habite en France depuis 16 ans et je travaille chez Mastercard depuis 18 ans. Donc c'est un long parcours, un long voyage dans cette société qui a pris mon cœur et dans lequel je me suis épanouie au travers différentes expériences. Parce que mon parcours chez Mastercard est parti en Italie, en fait, où j'étais responsable de certains clients, certaines banques, dans la relation commerciale. Après, je suis passée par le département service de Mastercard, 7 ans. J'étais en charge de la division Marketing Services pour l'Europe. Donc, une expérience que c'était plutôt sur différents pays, 41 pour la précision. Après, encore 5 ans chez Produit. Donc, comme responsable de produits grande consommation, donc les offres Mastercard, le cœur en fait de la machine, les produits, et depuis 2 mois et demi à la direction générale. Et avant ça, en fait, plusieurs rôles dans des banques italiennes
et toujours en fait avec un parcours dans le système financier, donc une connaissance du système financier et depuis 18 ans dans le monde des paiements. Donc ce monde-là n'est pas du tout nouveau pour moi et la France n'est pas du tout nouvelle pour moi parce que depuis 16 ans, c'est un pays que je choisis d'abord avec le cœur et je tiens en fait à cet aspect-là parce que ce pays est un pays formidable, un pays d'excellence, un pays d'innovation. Et donc, je suis très honorée de pouvoir aujourd'hui guider et l'aider l'équipe en France. Merci. Aussi peut-être, je crois que dans le cadre de Mastercard, bon, il y a vos titres, mais il y a aussi des activités que vous faites en parallèle. Je sais que par exemple, tu étais très impliqué dans tout ce qui était les programmes d'inclusion de diversité. Je t'ai vu à de nombreuses conférences, un peu partout dans le monde d'ailleurs, je crois. On se croisait. Et peut-être d'autres choses que je ne connais pas, enfin la culture, je crois aussi que tu es allé sur des sujets liés à la culture. Enfin... Ouais, en fait, si, parce que, encore une fois, Mastercard est très engagé tout ce qui est inclusion et diversité, c'est un pilier de la stratégie. Déjà pour nous, la tech a de la valeur, et ça c'est Michael Miebach qui nous le rappelle chaque jour. Michael Miebach, président de Mastercard. C'est le CEO de Mastercard Monde, en fait, et c'est quelque chose qui est important si c'est scalable, si on peut le faire grandir, mais si c'est inclusif. La tech, ça sert à ça sert à inclure les gens. Parce que notre objectif est celui de créer une économie digitale qui puisse bénéficier à tout le monde. Donc, si on revient à ce qui est Mastercard, comme ça, on donne aussi quelques mots sur cette société. C'est une société internationale qui opère dans le secteur de technologie. Donc, c'est ça, c'est important de revenir en fait à la base. C'est une société de technologie qui opère dans le secteur des paiements. Et donc, nous opérons dans plus de 210 pays, 212 pour la précision. Nous avons 35 000 employés. Nous sommes à la fois une société globale et locale. Et vice-versa, nous sommes d'abord locaux, comme en France, et après international, parce que nous accompagnons les sociétés partout, et en particulier ma mission en France, c'est celle-là d'accompagner mes partenaires, que ce soit les banques traditionnelles, les fintechs, les marchands, à grandir leur activité au-delà de la France. Mais si je reviens à ton point sur l'inclusion et la diversité, oui, j'étais en charge du réseau féminin Women Leadership Network pour Mastercard, et donc sont ce sujet qui à la fois tient à cœur à ma société et qui sont devenus maintenant des sujets que je porte depuis quelques années. Mastercard est très impliqué. On a des programmes, par exemple, un des programmes dans lesquels je pense on peut être super fier, c'est le programme Girl for Tech. On parle aujourd'hui beaucoup des filles et maths, mais nous, on accompagne depuis des années, dans le monde entier, les filles à s'intéresser aux matières scientifiques. On a formé plus de 5 millions de jeunes filles. Et je pense que toutes ces activités, les qui sont moins connues au grand public, font comprendre l'âme, on dit comme ça en français, d'une société. Parce que la société, c'est beaucoup plus que les activités qu'on affiche en externe. C'est en fait pour connaître vraiment et être un partenaire de confiance, il faut connaître l'âme d'une société. Et cette société, elle a un âme qui fait qu'on s'intéresse à des sujets comme la diversité et l'inclusion. On a des programmes comme Girl for Tech, on accompagne les femmes, on veut avoir cet impact sous la société. Et c'est pour ça que tu m'as vu un peu, en fait, prendre la parole et m'engager sur ces sujets-là. On y reviendra, parce qu'on ne peut pas éviter quelques petites questions géopolitiques dans le cadre de cette interview. Mais justement, je trouve ça assez intéressant. Une entreprise, donc une Italienne qui dirige Mastercard France, dans une entreprise américaine dirigée par un Allemand. Dans une société, moi je dirais internationale. Oui, parce qu'on n'aime pas dire entreprise américaine aujourd'hui. Mais enfin, Racine, absolument. On nie jamais ses propres racines. Voilà, il ne faut pas nier d'où on vient. Et moi, j'aime bien les Américains, j'ai rien contre. Donc, en tous les cas, voilà, c'est une société internationale avec des mélanges, des cultures. Je reviendrai tout à l'heure, parce que j'ai plein de... Je ne veux pas commencer que par le sujet Women in Tech et Women Finance, mais j'ai des questions et des remarques sur ce thème que je garde pour la fin de l'interview. Ceci dit, tu viens d'évoquer les engagements politiques et sociétaux du groupe. Moi, je me posais quand même une question, parce que j'ai souvent eu le plaisir d'interviewer Michael, pas depuis 2-3 ans, mais je l'ai fait à plusieurs reprises, en particulier post-Covid, mais aussi avant. Le monde a un peu changé, y compris les États-Unis. Est-ce que Mastercard arrive encore aujourd'hui à porter haut et fort sa voix
On se rappelle des prises de position de votre CEO, par exemple, au moment de Black Lives Matter, ou aussi des prises de position sur LGBT, très fortes. Quand on voit qu'aujourd'hui, des grands groupes comme Facebook, etc., commencent à dire maintenant qu'il y a un nouveau monde, on annule tout. Parce que Mastercard, finalement, arrive, parce qu'il faut quand même faire du business. Et on ne reproche pas, enfin moi, à la base, une entreprise, elle n'est pas là pour être philanthrope, je trouve, en tout cas. Une entreprise, c'est du business aussi. Est-ce qu'on arrive quand même à garder ses positions fortes dans un monde où c'est plus compliqué de s'exprimer? Je pense que tu arrives à les garder quand c'est toi. En fait, la diversité et l'inclusion, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Et quand tu as ce paramètre-là, cette approche-là, la réponse, tu l'as. Donc, nous continuons à avoir ces engagements-là. Bien évidemment, dans le respect toujours de règles de chaque pays. Ça, c'est important parce que nous le faisons, en fait, comme nous le faisons pour les produits que nous allons en fait donner à nos partenaires, qui sont faits sous des standards, sous le respect des règles. Nous le faisons aussi sous ces valeurs-là. Oui, nous continuons à nous engager parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre DNA. La forme, après, doit s'adapter. Eh bien si, parce qu'en fait, on ne peut pas être naïf. La forme doit s'adapter, mais les valeurs restent. Et d'ailleurs, en Europe, nous n'avons rien changé. Et nous continuons à faire ce que nous faisons avant, en fait. Même s'il faut baisser un peu le volume aux États-Unis, quoi. Voilà. Ce qui n'empêche pas de garder les valeurs, j'ai bien compris. Ouais, je ne sais pas s'il faut baisser les volumes, mais nous continuons à faire ce que nous avons fait, encore une fois, parce que je pense que c'est important de se positionner. Tu parlais d'entreprises locales. Parce que tu as travaillé sur les produits. Oui. En Europe. Oui. Donc, on travaille aussi sur les produits en Europe pour cette entreprise globale. Donc, qu'est-ce qui en Europe finalement est développé dans l'offre Mastercard? Enfin, est-ce qu'il y a des centres de recherche, de développement? Déjà. Pour que je comprenne un peu comment ça fonctionne. Oui, c'est que des activités sûr. commerciales et d'accompagnement de clients, où il y a aussi tout le reste. Voilà. Il y a tout le reste en Europe. Nous sommes 7000 employés en Europe. D'accord. Donc, en gros, 20% de la force. Exactement. Nous sommes en Europe. L'Europe, c'est une région très importante pour nous. Moi, j'étais 5 ans à la tête d'une équipe produit qui s'occupait justement de consumer product, donc produits grande consommation. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est bien évidemment réfléchir, anticiper le besoin des consommateurs, des petites et moyennes entreprises, des grosses entreprises en Europe et proposer des produits, des services, la technologie qui peut être utile à des entreprises qui sont basées en Europe, qui sont dans ce cas-là aussi basées en France. Donc les produits, bien évidemment, doivent s'adapter à chaque marché parce que les règles sont différentes. Si tu parles de crédit, par exemple, tu n'as pas les mêmes règles en UK, en Angleterre, que dans le reste d'Europe. Donc tu adaptes bien ton produit, tu as des centres. On a, par exemple, des labs en Europe, un lab sur le tourisme pour réfléchir à ce nouveau trend. Comme on accompagne les gouvernements, aujourd'hui, c'est une activité très importante. Le tourisme, c'est une source de revenus, de croissance pour un pays. Et imagine que Paris, c'est la 2e ville la plus visitée au monde. Ah, je sais, nous sommes dans un pays, le tourisme est source de croissance pour un pays, de culture, d'excellence. Et nous accompagnons avec des labs qui sont dédiés à des offres tourisme pour les gouvernements, dans ce cas-là, pour les acteurs publics. Et donc, ça, c'est juste un exemple. Mais quand tu réfléchis à des autres sous-produits, bien évidemment, déjà, on est un autre exemple, on respecte les standards et les règles GDPR. Donc, tous nos produits sont GDPR. Et je te dis plus, nous, on a adapté les règles européennes au reste du monde. Donc, on a exporté la façon de travailler et donc être GDPR compliant, on l'a mis dans le reste du monde. Donc, c'est ça, je pense, la force d'une société à la fois locale et internationale, c'est qu'on utilise des standards et qu'on l'exporte. Ça me fait penser, puisque tu as été quelques années, tu as dit, responsable produit, tu parlais d'une 40aine de pays pour lesquels vous développiez. Comme ça, on écume des vagues. Qu'est-ce que tu retiens de la diversité des besoins européens, j'allais dire soit de leur homogénéité ou de leur extrême fragmentation? Qu'est-ce qui te reste finalement de cette vision? Me reste l'idée qu'est en fait le consommateur, déjà, parce que moi j'étais en charge des produits grande consommation, même si chacun de nous pense que dans chaque pays le consommateur est différent, tu as des besoins qui sont communs. D'accord. Tu as des patterns que tu retrouves. Tu as des patterns que tu retrouves. Quand tu payes, ce que tu veux, c'est que ton paiement c'est sécure. Donc la sécurité, c'est un des besoins principaux.
de tous les consommateurs en Europe, qu'elle soit facile à comprendre. Hein, et tu veux retrouver la même expérience selon le device que tu utilises. Et ça, Laurent, c'est commun à tous les consommateurs aujourd'hui. Après, si tu regardes les petites et moyennes entreprises aussi, tu as des besoins qui sont communs. Tu as le besoin d'avoir accès au capital, la trésorerie. Enfin, ça ne change pas. Donc, quand je regardais, parce que pour construire un produit, tu pars toujours d'un besoin. Tu n'arrives jamais avec quelque chose qui ne sert à rien. Ça dépend qui, mais... Mais en fait, nous, on cherche déjà à analyser ce qui se passe et aussi à anticiper des besoins, parce que c'est vrai. Il y a quand même des fois où... tu peux créer un besoin. Pardon, j'ai quand même vu des annonces, on en parlera tout à l'heure, puisqu'on parlera de choses émergentes. J'ai souvent vu des annonces de Mastercard qui, comme les autres, comme Visa, comme Amex, etc., proposent des solutions pour des trucs où il n'y a pas encore de marché. C'est parce que mais ça s'appelle l'innovation. Voilà, non, mais c'est pour être dans la trend, quoi. Voilà. Non, ou pour anticiper. Non, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que quand tu innoves, tu dois lancer des choses et des fois, tu dois anticiper, créer un besoin. D'accord. Parce que tu as vu, en fait, un élément. Non, mais je rebondissais sur le fait que tu disais, on va prendre que ce que le client demande, pas forcément. Des fois, tu vas faire, je veux être plus complète, tu vas te baser sur des besoins, mais aussi en écrire, en anticiper des autres, surtout dans un monde digital qui va hyper vite. Non, parce que je crois que je me trompe peut-être de la citation qui a fait cette citation, mais je crois que c'est Henry Ford qui disait « Si j'avais écouté les consommateurs, j'aurais juste fait des chevaux qui allaient plus vite. » Exactement. Finalement, j'ai créé une voiture, quoi. Mais... Oui, exactement, parce que quand tu demandes à quelqu'un quelque chose, il va te répondre selon c'est ce qu'il connaît. Oui, you don't know what you don't know. Oui, exactement. Alors, merci. Donc, on va revenir un peu plus maintenant à la France, puisque quand même, tu es là depuis longtemps, et puis de toute façon, tu reprends des missions qui étaient là déjà avant toi. Ouais. La digitalisation des paiements en 2025 en France, parce que le monde, c'est vaste, on en est où ? Moi, par exemple, je me rappelle de premières interviews avec des gens de Mastercard. Je crois que c'était Régis Folbaum à l'époque. On rêvait que peut-être on ait 10% des paiements sans contact, tu vois, par exemple, en digitalisation. À l'époque, le paiement mobile n'existait pas. Ouais. Voilà. Ça, c'était la digitalisation de l'époque. Ouais. Aujourd'hui, le moindre petit marchand de cacahuètes dans un marché te prend le sans contact. Les gens payent avec leur mobile sans y réfléchir, donc c'est dans les mœurs. Merci Covid. C'est quoi aujourd'hui la digitalisation des paiements ? C'est, comme tu disais, c'est par rapport à il y a 10 ans, c'est un autre monde. Par rapport à il y a 5 ans, c'est un autre monde. C'est-à-dire que cette digitalisation, elle avance, elle est là. Donc, il ne faut plus parler du futur, du digital comme le futur. Le digital first vient prendre, en fait, sa place dans un pays comme la France. Donc, tu citais le sans contact. Aujourd'hui, dans les magasins, la plupart des paiements en France comme ailleurs est fait au travers du sans contact et au travers en utilisant ton portable. D'accord ? Donc là, c'est un comportement qui est maintenant acquis par le consommateur. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dois répondre, encore une fois, à ce type de comportement avec des produits qui sont de plus en plus innovants et qui répondent à ce besoin qu'est le besoin de l'immédiateté en français. En fait, tu dois répondre à ce besoin-là. Donc, pour répondre à ta question... Oui, mais ça, pardon, je te coupe pour qu'on... Oui, non, mais bien sûr. Ça, c'est là aujourd'hui. J'allais te dire, le paiement immédiat côté porteur, c'est là. Mais Mastercard, c'est des deux côtés. Comme Visa, comme tous les schemes, comme carte bancaire. Moi, j'ai l'impression, pour avoir ici été marchand, parce que comme j'ai lancé le paiement mobile pour Orange, j'étais devenu marchand, j'avais pris mon petit marchand. Moi, j'ai l'impression qu'on a bien digitalisé le côté client, côté utilisateur. C'est transparent pour nous, on a le mobile, on nous a fait tout ce qu'il fallait pour comprendre comment ça marche. Il y a encore des petits couacs, les cartes qui marchent que dans Samsung Wallet et pas dans Google Wallet, celles qui marchent. Bon, mais ça avance. Mais ça c'est pas des petits couacs. Après, non, je dis couac vu de l'utilisateur. Oui, mais parce que là, c'est moi, en tant qu'utilisateur, ça m'enquiquine de me dire, alors, attends, je peux la mettre dans ce wallet, mais pas dans celle-là, parce que lui, il considère que la sécurité est bonne là, mais qu'elle n'est pas bonne là. Mais alors, est-ce que je dois croire la banque qui, elle, est d'accord pour être là ? Enfin, c'est pas génial vu du conso. Il faudra, et sous ça, on travaille, à ce que nous portons comme message, qu'il faut donner le choix aux consommateurs. Et donc, habiliter plusieurs
moyenne. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'instantanéité, de facilité, d'utilisation aisée côté utilisateur. Et côté marchand, il y a quelques solutions qui existent, mais dans l'ensemble, on a encore un système assez massif qui reste complexe pour les marchands à opérer. Les gros retailers s'en plaignent souvent de cette fragmentation du paiement qui fait que, OK, plus c'est simple pour le client, plus c'est compliqué pour nous, quoi. Alors, si je peux apporter oui, bien sûr, c'est ma question. Mon point de vue, je pense que si côté acceptance, si on parle de côté marchand, on a plusieurs solutions qui sont aujourd'hui déployées sur le marchand. Si tu penses à Tap on Phone, par exemple, la possibilité d'accepter des paiements via ton device, ça c'est une solution qui, tu verras, dans les années prochaines, va se développer de plus en plus. Ça, tu y crois beaucoup sur le marché français. Je parle de la France. Oui, hein. moi Tu penses que là, aujourd'hui, il y a une vraie appétence, une demande? Oui, je pense que comme pour les petites et moyennes entreprises, pour l'auto-entrepreneur, je pense que ce sont des solutions qui vont favoriser la digitalisation des paiements côté marchand. Moi, j'ai une question là-dessus, c'est qu'on a un discours un peu schizophrénique, on n'a pas arrêté de dire aux gens, attention, votre téléphone, c'est dangereux, la cyber, le risque, et là, on leur dit, tu peux accepter les paiements dessus. Ils n'ont pas trop peur, enfin, on arrive à leur montrer que c'est très sécure, que... Moi, je pense que oui, et c'est des solutions qui sont sécurisées. C'est sûr, mais est-ce qu'on arrive à leur montrer? C'est toute une question d'éducation. C'était comme il y a 10 ans, si tu reviens au consommateur, tu ne voulais pas payer avec ton portable. En fait, c'est d'abord, nous faisons... Oui, mais on ne va pas faire un Covid tous les 5 ans. Hein. Non, mais ce n'est pas ça. C'est de l'éducation, je pense. Que, oui, bien sûr, le Covid a accéléré parce que chaque crise accélère un comportement, mais c'est aussi grâce à tout le travail qui a été fait d'éducation du consommateur. Et donc, du moment où tu éduques des gens à l'utilisation des systèmes digitaux et tu mets la sécurité, comme nous faisons chez Mastercard, comme première attention, parce qu'encore une fois, ce qui fait la différence pour nous, c'est la confiance. Nous mettons la confiance. C'est ton argent, donc tu veux bien savoir, quand tu es consommateur, que tu approches ta carte à ces terminales et cet argent va à un marchand, le marchand veut savoir qu'il reçoit son argent. Et c'est ça le trust que nous mettons dans le système. Aujourd'hui, la plus grosse ligne d'investissement, c'est la sécurité? Oui, bien sûr. On a un réseau qui est résilient. On investit sur ce réseau. Mais comme tous les réseaux, parce que je ne vais pas compter les pannes de chacun, mais il y a forcément des moments où on a des soucis. Il y aura, mais en fait, c'est minime pour nous. Et je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que je ne suis pas l'experte du réseau. Mais en tout cas, c'est la ligne numéro 1. C'est le trust, c'est la confiance. Ce qui fait te dire, quand tu vois mon brand, que tu es confiante, que ta transaction va aboutir, que toi, marchand, tu vas recevoir l'argent. Et sur ça, j'insiste beaucoup. Parce que c'est ce que nous faisons, en fait. Nous sommes ce partenaire de confiance pour faire marcher l'écosystème. Quelles sont les attentes exprimées aujourd'hui par tes partenaires bancaires et retailers sur ces sujets de digitalisation? C'est-à-dire, OK, on a dit qu'on a beaucoup avancé, on a eu un petit échange sur le sujet côté marchand, voilà. Mais plus globalement, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu entends des marchands français, ou qu'est-ce que te remontent tes équipes que tu viens de reprendre sur les 3-4 grands chantiers qu'il faut qu'on fasse là dans les 3 années qui viennent? C'est ça leurs attentes sur la partie digitalisation des paiements? Pour ce qui concerne les marchands, c'est encore une fois faciliter le paiement en ligne. Aujourd'hui, l'e-commerce est, disons... Trop fragmenté? Encore, tu as des taux d'abandon dans une transaction. Donc, comment tu vas te sécuriser? Comme tu vas utiliser, en fait, ce que nous avons annoncé, tu sais, la tokenisation de toutes les transactions avant le 2030. Et pourquoi? Pourquoi on a lancé, par exemple, Click to Pay sur Guest Checkout, qui te consente de faire des transactions en ligne sans mettre ton numéro de carte chaque fois. En fait, nous voulons créer dans le monde digital, dans l'e-commerce, la même expérience que tu as dans le monde physique. C'est fascinant, on va s'arrêter une seconde là-dessus. Ouais. Parce que j'ai quelques cheveux blancs et j'ai fait des conférences à l'Axel depuis presque une petite, je crois, 18 ans. Au début, c'était tout le contraire. L'Axel, c'est une association, au début, il y avait beaucoup de e-marchands, e-commerçants. Et les retailers venaient en disant, mais nous, on rêve de ce que vous arrivez à faire en ligne. Plus simple, on peut avoir plein de... Parce que par exemple, à l'époque, il y avait une diversité de moyens de paiement. On pouvait accepter plein de choses. D'ailleurs, grâce à Mastercard, qui dans les années 2007-2008 avait mis en place tout un système de cartes virtuelles dynamiques qui a permis à un grand nombre d'acteurs de FinTech, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, mais de créer des systèmes de paiement dynamiques branchés sur des cartes virtuelles qui transformaient n'importe quel chèque, je ne vais pas citer de nom, ou carte de fidélité X ou Y,
hop, une carte virtuelle et hop, je paye. Donc Mastercard, avait racheté une société irlandaise qui faisait ça d'ailleurs. Et à l'époque, les marchands physiques disaient mais c'est génial tout ce qu'on fait en ligne et on voudrait ramener le système du en ligne en physique. Maintenant que le physique est très digitalisé, c'est le contraire. On allait en ligne qui finalement était super en avance à un moment, si je t'entends bien, mais là, il y a tellement de solutions, il y a des fois il y a une fragmentation, il y a des fois il y a des risques, il y a des fois il y a ceci et cela. On aimerait bien reprendre des choses qu'on arrive à faire en physique. C'est ce que tu me dis. L'expérience du contactless en physique, en fait, le contactless a vraiment changé la façon dans laquelle nous payons. C'est parti. C'est-à-dire qu'avant on trouvait ça compliqué, maintenant on trouve ça sympa, quoi. En fait, cette expérience-là, il faut la répliquer dans le monde digital. C'est ça que nous faisons avec Click to Pay aujourd'hui, c'est une solution, encore une fois, des standards de marché pour favoriser, en fait, le guest checkout. Et donc, quand tu arrives en ligne, une fois que tu es enregistré tout Click to Pay, tu vois le bouton Click to Pay, tu cliques, tes cartes apparaissent, tu choisis la moyen de paiement et tu payes. Donc, tu vas favoriser, tu vas simplifier l'expérience en ligne. Parce qu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, tu as ta carte, ton numéro de carte. Si tu arrives sur un site, tu dois... On est d'accord? Bien sûr. C'est un peu facilité par le pré-remplissage. Ouais, et donc ça va, encore une fois, Click to Pay, ça va dans cette direction. Ça va te rendre l'expérience en ligne la même que l'expérience en physique. Intéressant. C'est intéressant en tout cas qu'on soit dans une période où l'expérience physique est le modèle pour l'expérience en ligne. C'est intéressant. Ouais. Comme retournement. Et d'autres demandes comme ça, je ne sais pas s'il y avait un autre chantier de digitalisation majeur dans tes... C'est un côté plutôt banque, fintech, comme tu vas acquérir des nouveaux clients. Ça, je pense, c'est le sujet de ces années à venir, parce que tu as des nouveaux entrants sur le marché français, sans les citer, qui arrivent des autres pays et qui ont des modèles disruptifs. Donc, comme nous, en tant que Mastercard, on accompagne nos partenaires à acquérir en ligne de nouveaux clients, des nouveaux segments. Je pense que ça va être... Tu peux donner un ou deux exemples de ce que vous faites là-dedans? Nous avons c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça fait partie des enjeux qu'on a à l'Axel, c'est de faire comprendre parfois et sortir entre les grands mots qu'on voit sur LinkedIn et puis la réalité de ce qu'on fait. C'est une lapalissade que de dire que les grands réseaux comme Visa, Mastercard, CB ne sont plus que... Enfin, c'est pas juste une carte bancaire, c'est plein de choses. C'est des rails, c'est de l'identité, c'est plein de choses. Mais donc là, par exemple, tu parles d'aide à l'acquisition client. Oui. Concrètement, on a des supports, par exemple, sous des plateformes qui vont aider le client, disons une banque, à personnaliser l'offre selon le porteur, selon le consommateur qui vient sous ton site internet, par exemple. Donc, on va utiliser, je sais que ce mot-là saute, l'intelligence artificielle non, j'adore. Pour pouvoir personnaliser. Parce que, en fait, déjà, nous utilisons l'intelligence artificielle depuis une vingtaine d'années chez Mastercard. Elle était utilisée sur notre réseau pour la fraude, encore une fois, pour détecter la fraude, être performant sur ces côtés-là. Mais aujourd'hui, on l'utilise sur nos plateformes aussi pour la personnalisation des messages et pour faire de l'acquisition client. Et pour moi, aujourd'hui, c'est très important de pouvoir être ce partenaire qui accompagne la croissance des banques traditionnelles, par exemple, Laurent, sous des segments comme la Gen Z, comme les jeunes. Les jeunes sont le consommateur du futur. Et donc, comme tu vas attirer cette cible-là, quels sont les supports, quels sont les data, les insights que je peux fournir à mes clients, quelles sont les plateformes que je peux fournir et quelles sont les actions marketing qu'on va faire ensemble pour acquérir de nouveaux clients. Je parlais du buzz ou du surbuzz, puis tu m'as fait sourire avec l'IA parce qu'on a eu une conversation autour du café, mais en fait c'était juste pour dire que évidemment l'IA c'est fascinant et on fait beaucoup de choses avec celle dessus, mais c'est pas né avant-hier quoi. Non. Ça fait. Mais c'est devenu grand public. Non, et puis les nouveaux modèles eux sont récents. Exactement, la générative. Mais les anciens modèles ont aussi leur intérêt d'ailleurs. Il y a des entreprises qui travaillent encore sur ces modèles-là parce qu'ils ont leur intérêt qui est différent. On ne va pas faire une conférence sur l'IA ce matin, ça serait trop long. Par contre, je note que tu ne m'as pas cité deux gros mots que j'entends beaucoup en ce moment dans la révolution des paiements si je fais ma revue de presse LinkedIn le matin. D'accord. Stablecoin
Ok. Et puis CBDC, mais c'est son pendant, hein, CBDC/euro numérique pour l'Europe. D'accord. À en croire certains posts que je lis fidèlement et amicalement, les réseaux sont déjà disruptés, mais il n'y a plus besoin. C'est l'ancienne génération. On fait tout en crypto, et donc crypto, c'est pas beau comme mot, donc on met une croix, on fait autrement stablecoin. Ça permet d'être au Nasdaq. Et nos amis de Circle, un petit coucou. Est-ce que comment dire, est-ce que vous pensez que vous allez être disrupté demain par ces sujets-là, donc on n'en parle pas, ou au contraire, est-ce que vous dites, c'est une nouvelle techno parmi d'autres et on s'y adapte? Enfin, je ne sais pas. Quel est ton avis là-dessus? Ou pas forcément le tien. Je sais que c'est pas ton sujet. Celui de Mastercard en général. Exactement. En fait, mon avis compte très peu. Ce que fait Mastercard, c'est que, bien évidemment, nous avons sur notre réseau des solutions, en fait, des cartes. Tu auras vu, parce que tu regardes beaucoup LinkedIn, les annonces sur des cartes qui te donnent la possibilité de payer en crypto. On a des solutions de stablecoin sur notre réseau. Et donc, on est tout à fait sous ces innovations-là. Encore une fois, parce que tu sera fatigué par moi, parce que notre objectif est de donner le choix. Le choix aux personnes, aux consommateurs, aux entreprises de payer selon différentes modalités. Et les cryptos, les stablecoins, sont une autre forme de choix que tu donnes. Et donc, si notre réseau est tout à fait capable de faire du settlement, de recevoir ce type de technologie. Mais est-ce que tu es... alors, merci. Ma question est je sais que c'est pas ta spécialité, mais un tout petit peu plus précise. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un abus de langage quand on lit tous ces posts ou articles un petit peu élogieux. On confond beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour moi, la force sur la partie paiement, parce que Visa, Mastercard et CB, vous ne faites pas que du paiement, mais sur cette partie paiement, c'est pas le dépôt de fonds le sujet, c'est tout le système, la logique et l'intelligence que vous avez mis en place pour les autorisations, le settlement, la charge de la preuve, la responsabilité, qui fait quoi, etc. Les chargebacks, enfin, tout ce que beaucoup d'autres systèmes ont essayé de copier, mais pour l'instant, par exemple, l'open banking, il y avait plein de promesses, mais pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau-là de flexibilité. Et j'ai l'impression qu'il y a un abus de langage quand certains disent que les stablecoins remplacent. Non, c'est une nouvelle source qu'on va brancher. Exactement. On a toute une stratégie sous les stablecoins, sous les cryptos, et notre réseau est tout à fait capable de gérer ce type de nouvelles technologies. Alors là, je vais poser une question où je sais qu'on ne va pas y passer beaucoup de temps, mais quand même, la précédente personne qui était dans ce fauteuil rouge et qui m'a parlé d'ailleurs beaucoup d'euros numériques, c'était Éric Lacourage, responsable des moyens de paiement à la Banque de France. D'accord. Et il m'a présenté le plan stratégie moyens de paiement de la France. D'accord. C'est un plan engageant, indicatif, mais enfin après, les industriels sont des opérateurs privés, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, c'est le plan de la Banque de France. Dans celui-ci, il y avait plusieurs points assez forts, dont un sur l'euro numérique, à terme. Mais dans son discours, tout le discours tournait quand même autour de la souveraineté des paiements. C'est vrai que malheureusement, dans le monde qu'on vit, alors je ne sais pas quand cette interview sera diffusée, mais enfin, on peut être à peu près sûr qu'il y aura, comme aujourd'hui et comme hier et comme demain, des guerres en cours. On ne sait pas lesquelles, malheureusement ça bouge, mais c'est pas génial. Donc forcément, quand il y a des guerres, on parle plus de nationalisme, plus de souveraineté, plus de... Voilà. Comment, on ne va pas faire de la politique ici, mais comment cet environnement géopolitique vous impacte Mastercard France, puisque là on est en France, et c'est vrai qu'on entend, que ce soit pour le slip français ou pour carte bancaire, acheter français. Comment un acteur qui est majeur, historique, présent depuis très longtemps, réagit à ça? Voilà, tout bêtement. Donc, face à ce moment, il y a des tensions géopolitiques, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui sont dites, des choses qui sont vraies, des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est de rappeler déjà qu'est-ce que nous voulons faire. Moi, je ne peux pas parler des réactions des autres face à des sujets comme ça, parce que, en fait, je parle de ce que nous pouvons et nous apportons déjà à l'écosystème. Ce que j'aime faire dans ce moment, Laurent, c'est de dire qu'est-ce que nous apportons, encore une fois, ce réseau qui est résilient, les compétences, la capacité de supporter nos partenaires et de faire grandir leur business, pas seulement en France,
mais aussi à l'étranger. Je rappelle, juste pour les auditeurs, que nous sommes le partenaire de préférence des fintech françaises, c'est-à-dire que... Tu juges ça sur quel indicateur? Ah ben, je juge ça sur l'indicateur, sur le nombre. D'accord. Et sous la qualité de nos partenaires. Ah, mais la qualité, c'est subjectif. Ah ben, non, c'est pas subjectif. Nous accompagnons des vraies pépites en France. Et c'est Sarah, en fait, je peux les citer, mais j'ai peur de n'oublier quelqu'un, mais je te cite Nickel. On voit ton logo à chaque fois sur les cartes. Exactement. Je cite Nickel et nous l'accompagnons dans la croissance en France et à l'étranger. Pour moi, en fait, c'est ça, les discussions à apporter. Quelle est la valeur d'un partenaire? Et dans le moment où tu as des bruits partout, moi, je souhaite me concentrer sous des piliers forts, qui sont les piliers de l'innovation, de la croissance, et être ce partenaire de confiance. Parce que je suis sûre qu'à la fin de cette période, je suis sûre, on reverra un qui m'a accompagné, qui a fait quoi, encore une fois, et comme j'étais accompagnée dans ce moment. Et après, je comprends toutes les discussions qui sont dans ce moment. Je ne fais pas de commentaires sur ça parce que c'est pas à moi de le faire. C'est pas ton rôle. Ouais. C'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est justement de garder les pieds sous terre et de Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Exactement, et continuer à faire mon travail. C'est comme dans une histoire, en fait, aussi personnelle d'amour. Ce qui compte sont les preuves, pas les mots. Ça, moi, je vais te donner ces preuves-là. Exactement. Les mots d'amour qui comptent, c'est les preuves d'amour. C'est les preuves d'amour. Et nous, on est là pour continuer notre travail. Merci. Désolé, je sais que c'est des questions compliquées, en particulier dans le moment d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est important. Mais je suis d'accord avec toi, c'est voilà. important de clarifier le rôle et les responsabilités de chacun. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc, il y avait encore plusieurs sujets que je souhaitais aborder avec toi. On a déjà parlé rapidement, donc je pense qu'on ne va pas y revenir sur les stablecoins et paiements tokenisés, sauf si tu voulais rajouter quelque chose. Je pense, j'avais déjà eu l'occasion de dire, c'est que nous voulons faire avec cette roadmap digitale et donc tokeniser toutes les transactions avant la fin de 2030. Je pense que c'est important, c'est quelque chose sur lequel nous investissons beaucoup, nous travaillons avec nos partenaires. Donc merci aussi de m'avoir donné la possibilité de rappeler quelques axes. Alors, comme tout à l'heure, je faisais référence, parce que j'adore ça quand on fait... Quand on a déjà 15 ans d'interview, et un peu de mémoire, parce que j'ai pas encore Alzheimer. Je me souviens d'une conférence en 2012 ou 13 avec Régis, où on avait parlé cashless society, c'était vraiment le mot, quoi. Hein. À l'époque, c'était même, je crois, le motto, la baseline de Mastercard, en tout cas dans beaucoup d'activités, en publicité. Peut-être c'était une pub, je ne sais pas. Mais enfin, cashless society, c'était vraiment le but. Et alors, que penses toi, en tant que Barbara, c'est ça, mais aussi Mastercard en général, des mouvements un peu de fallback qu'on voit maintenant dans certains pays, qui étaient allés très loin, je pense aux pays nordiques, par exemple, dans la digitalisation des paiements, et où même quasiment, on avait vu des homeless te demander de te payer avec un tape sans contact, quasiment, en tout cas au flea market, ça c'était sûr, et qui commencent à dire, non, on va mettre dans la Constitution qu'il ne faut pas arriver à zéro paiement en cash, parce que c'est pas bien, parce que en fait finalement il y a des effets de bord, comme mettre des gens sur le côté qui n'arrivent pas à passer à ce cashless, comme aussi dépendre. On revient un peu sur le sujet souveraineté, mais dépendre de réseaux, parce que même si tu as choisi, admettons, un réseau souverain, bah, il peut tomber en panne, attaqué par quelqu'un de pas souverain. Donc, et d'ailleurs, les attaques et la cybersécurité, on n'a pas parlé de ça. Mais c'est ma question d'après. Mais on y va juste après. Mais est-ce que vous avez vous une vision là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'on se fait peur et que le cashless est de toute façon inexorable? On va vers une société numérique, digitale, bon, bah, ça viendra un jour ou l'autre. Ou est-ce que, bah non, c'est le choix et il y aura toujours finalement une forme de monnaie fiduciaire pour justement éviter que si quelqu'un coupe le courant, comme on l'a eu au Portugal et en Espagne, on ne puisse plus rien faire? Bah, c'est le choix. D'ailleurs, c'est la position de Mastercard, il faut donner le choix. Et pour inclure certains segments, tu dois avoir du cash qui est en circulation. Donc moi je pense, mais Mastercard pense, parce qu'encore une fois, c'est notre position, qui est le cash fait partie du choix. Le choix revient au consommateur. Comme tu veux payer, c'est pas moi. Moi, je dois... Non, mais donc on n'a plus un objectif, j'allais dire, nécessairement
de le faire disparaître, entre guillemets. De toute façon, ça n'a jamais été l'objectif de Mastercard, mais je veux dire, c'est pas une tendance pour toi, il y a forcément toujours le choix. Pour moi, il y a toujours une partie, mais pour l'inclusion, on a commencé cette discussion en parlant d'inclusion. L'inclusion et l'économie digitale ne peut pas exclure. Donc, parmi les choix, il faut aussi garder le cash. Alors quand même, pour cette majorité de paiements digitaux, on vient d'en parler, cyber. Ouais. Bon, déjà, sans risque cyber, quand on te coupe toute l'électricité, c'est compliqué de payer dans quelque chose qui n'est pas cash. On l'a vu en Portugal et en Espagne. Ils ont eu 48 heures difficiles. Mais sans aller jusqu'à cette extrémité où là, tu n'as pas vraiment de plan de redundancy. Je veux dire, quand tu n'as pas tu peux avoir des compétences offline, après oui, mais c'est ça complexe. Va pas. C'est complexe. Et après, tu as des autres. Il y a des pigeons voyageurs, tout ça, mais enfin, c'est compliqué. Et aussi, je me sens de dire que quand il y a une crise aussi profonde, forcément, il y a d'autres autres sujets. Donc, aussi ça, tu sais, c'est important de rappeler. Mais bien sûr, on l'a vu hier, par exemple, non, mais ne serait-ce qu'en France, un des 3 gros opérateurs n'a pas fonctionné pendant 24 heures. Télécom, je parle. Et donc, les télécoms, quand tu dois appeler les pompiers, c'est un peu important aussi. Exactement. On est tout à fait d'accord. Ma question est la suivante. Comment aujourd'hui, parce que tout à l'heure, tu as dit que c'était très important, etc. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du comment ? Comment aujourd'hui Mastercard garantit une continuité de service face aux risques systémiques que sont le risque cyber d'attaque malheureusement de toutes parts et de certaines zones politiques que l'on connaît, les blackouts, qui peuvent toucher vos centres de données, etc. Comment aujourd'hui, concrètement, tu rassures un client en disant « Non mais attends, nous, on a de quoi tenir, c'est pas juste parce qu'on a dit qu'on allait tenir. » Bien sûr, déjà, on a tout un système en place et je n'ai pas en tête tous les données, mais notre réseau, quand je te parlais de résilience, c'est-à-dire qu'il est là pour résister. On fait des investissements sur la cybersécurité. On a racheté une société qui s'appelle Recorded Future. Donc, on veut vraiment investir sur la sécurité et sur la cyber. On a racheté Recorded Future, qui est devenu partie de Mastercard il y a quelques mois. Recorded Future, c'est une pépite dans le monde de la cyber, pas seulement sur les transactions. Je ne les connaissais pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient en fait, ils font de l'intelligence sur les attaques cyber qui ne concernent pas seulement le paiement, mais qui peuvent aussi en fait aider des gouvernements, par exemple, à anticiper des attaques terroristes. Donc, cette société qui est déjà implantée en France et qui travaille aujourd'hui avec la majorité des institutions financières fait partie du réseau Mastercard. C'est une société 100% Mastercard. Pourquoi je cite Recorded Future ? Parce que pour les auditeurs et les experts en cybersécurité, ça va être un nom qu'ils vont reconnaître et parce qu'on veut investir dans la sécurité. On veut devenir, on veut continuer à être le partenaire de choix sous la cyber. Et donc, au travers aussi des investissements, on va, si c'est le mot que tu veux utiliser, rassurer nos partenaires pour dire, voilà le parcours que tu peux faire avec nous, voilà les outils qu'on te met à disposition, qui sont sous notre réseau, mais qui vont accompagner aussi ton réseau à être de plus en plus performante et ils vont en fait protéger ton réseau. Et la cybersécurité, c'est aussi un sujet qui est transfrontalier, si je me permets, parce que les attaques, normalement, arrivent de l'externe. Et donc, pour le sujet que tu évoquais avant, par exemple, si on veut être très rationnel, la cybersécurité demande de la coopération. Donc ce que tu dis, pardon, en sous-titre, c'est qu'être un réseau mondial, ça donne une petite force sur la cybersécurité. Je te dis que oui, qu'en fait, les attaques arrivent... Moi, j'ai le sous-titre. Ouais, les attaques arrivent un peu partout. Et en fait, pour moi, dans ce monde-là, il faut vraiment se concentrer, encore une fois, ce qui est important, et aider les partenaires à se protéger. D'accord. Une question quand même liée à ça aussi, d'ailleurs, où tu peux me répondre aussi pour l'Europe, pas forcément pour la France. Que disent vos données comportementales, d'études comportementales des consommateurs face à ce risque cyber, ce risque de fraude dont on parle beaucoup, parce qu'il y a un effet média aussi. On en parle beaucoup depuis 2 ans. C'est devenu vraiment massif. Il n'y a pas un jour au gros titre, on ne nous parle pas d'une attaque, usurpation d'identité. Il y a quasiment, je ne sais pas, tous les opérateurs télécoms, ou j'exagère, quelques-uns, se sont fait piquer leurs données quand ce n'est pas un assureur. Voilà. Donc à la fin, on ne sait pas si on doit être, j'allais dire, abandonniste en se disant, bon, de toute façon, quelqu'un va prendre mes données, ou est-ce qu'on doit vraiment faire attention ? Les banques nous envoient des messages d'information tous les jours.
C'est un sujet très important sur lequel nous avons investi, par exemple, en France. Donc, je peux te dire qu'on a participé à Fraud Fight Club. Donc, notre mission, c'est aussi pas seulement rendre notre réseau résilient, performant, sécure, aider nos partenaires à avoir la sécurité, mais préparer les consommateurs, les informer et encore une fois, les préparer à se défendre. Donc, on a fait des investissements, on a fait des formations contre la fraude. Donc, on a accompagné le gouvernement français dans cette campagne, le Fraud Fight Club, parce qu'encore une fois, c'est une question toi, en tant que consommateur, pour tout le monde. Pour tout le monde, on accompagne aussi les petites et moyennes entreprises. Une petite et moyenne entreprise sur 3 pense que la cybersécurité, ça ne le concerne pas, parce que je suis trop petit pour être sous attaque. Eh bien, c'est le contraire. C'est le maillon faible, en fait. C'est le maillon faible. Et donc, nous accompagnons aussi les petites et moyennes entreprises à se former à la cybersécurité. Nous l'avons mis, en fait, comme notre mission. Parce qu'encore une fois... Juste une question pratique, tu les accompagnes comment? C'est des offres particulières? Des offres, on met à disposition de tools. On a, par exemple, on a fait en Angleterre toute une campagne pour accompagner sous forme de, je peux dire, de mécénat, les petites et moyennes entreprises à se former à la cybersécurité en mettant à disposition des outils pour déjà les éduquer et apprendre à se protéger. Donc, c'est vraiment une mission. On le fait sous la partie consommateur. Et donc, on les informe parce qu'aujourd'hui, cette fameuse intelligence artificielle a rendu ces messages de fraude de plus en plus performants. Dans le passé, tu recevais un email, tu avais des erreurs de frappe. On est d'accord? Et tu te rendais compte que cet email n'était pas forcément... J'allais dire que maintenant, c'est le contraire. Un email sans faute d'orthographe, j'ai un doute. Exactement. C'est parfait, en fait, déjà. C'est bien adressé. C'est fait au bon moment. Donc, la fraude est devenue, les fraudeurs sont devenus de plus en plus performants. Donc, en face, tu dois bien sûr avoir des tools, mais aussi un consommateur qui est préparé. Plus averti. Oui. Plus averti, tout à fait. Alors, dernière petite série de questions, parce que sinon, ta team va pas être contente, parce que tu as un rendez-vous. Il faut qu'on s'arrête. Mais je disais en début d'interview qu'on s'est connus au départ sur le sujet Women in Finance. J'ai l'impression qu'entre 2016-17, les années où on a commencé à échanger beaucoup avec Mastercard sur ce sujet, et 2021, milieu du Covid, quoi, on va dire, il y a eu une énorme progression. Une énorme de prise de conscience que c'était pas un combat, que c'était une nécessité, que ça serait bien que nos filles puissent être formées à la tech, que ça serait bien que dans les entreprises on fasse de la place à tout le monde, que 50% des consommateurs étant des femmes, peut-être qu'éventuellement il pourrait y avoir 50% de l'entreprise aussi au poste de décision. Enfin, tous ces messages qui paraissent idiots, simples, j'ai l'impression qu'ils sont passés d'un mode bagarre idiote à un mode constructif, qu'il y a eu plein de choses de faites. Et depuis milieu Covid, et avec une accélération ces derniers temps, j'ai un sentiment un peu amer de baisse, soit de certains qui baissent les bras, soit on retourne dans chacun se parle dans un entre-soi. Les femmes vont dire entre elles que ça serait bien que ça change, mais finalement les hommes ne sont plus là pour discuter avec. Voire même, quand on regarde les chiffres, des jeunes filles qui vont dans les écoles d'ingénieurs ou dans les études de mathématiques, qui interrogent. Quelle est ton opinion à toi? Moi, c'est peut-être une vision biaisée. Je pense que, sans certaines formes, tu as raison, il y a une sorte de gender fatigue. Et aussi une partie de la population qui peut-être pense en 2025, ce n'est plus un sujet. Et donc, tu as ça. Tu as aussi ce phénomène des gens qui se disent ce n'est plus un sujet. Alors qu'on le rappelle, on est très loin de l'égalité. Très loin. Par contre, la France est très en avance par rapport à la réglementation. Tu as des femmes incroyables dans ce pays, je tiens à le rappeler. Tu as Marie-Pierre Rixan, que je veux citer, qui a opéré et qui œuvre tous les jours pour l'égalité dans les COMEX, dans les boards d'entreprise. Donc, on lui doit beaucoup, d'accord? On doit beaucoup à l'actuel ministre, Aurore Bergé, qui se bat pour l'égalité, mais contre une forme aussi de discrimination, mais en particulier sur le sujet que nous discutons en ce moment. Je pense que la ministre, elle fait un travail incroyable pour faire avancer les choses. Mais oui, il y a une partie de fatigue. La tech était censée être le nouveau monde. Et de porter les femmes, ça se trouve qu'en fait, elle a répliqué les mêmes... Dans nos pays, en tout cas.
dans des pays en Europe. L'Afrique du Nord, c'est un peu différent. Mais... Exactement. Et c'est très bien de le rappeler, parce que dans les écoles au Maroc d'ingénierie, tu n'as pas le même problème en France. Tu as beaucoup de femmes. Tu as beaucoup de femmes. Et parce que, en fait, tout le monde a l'accès. Et donc, nous, en Europe, on est en retard par rapport à... Elle voit ça comme un moyen d'émancipation. Absolument. Alors que nous, on n'a pas réussi à le faire. On n'a pas encore réussi à le faire, donc il faut continuer en fait à travailler. C'est un travail qui doit être fait dans le plus jeune âge. Je te parlais du travail qu'est fait Mastercard. Mastercard a choisi une femme comme directrice générale, donc je pense que le message est clair. De notre côté, le positionnement de mon entreprise, mais ça ne suffit pas. Notre rôle est aussi de faire avancer la société. Et donc, si dans un côté on voit un recul sur ces sujets-là, d'un l'autre côté, je vois quand même une volonté des acteurs, du gouvernement français, de faire avancer les sujets. Et j'ai cité ça, mais je pourrais te citer, on parlait auparavant d'Elisabeth Moreno et du travail remarquable que Mme Moreno fait. Nous sommes tous les deux des grands fans d'Elisabeth. Moi, je suis une fan absolue de Mme Moreno, de tout le travail qu'elle fait. Donc, tu as encore, mais tu as aussi des hommes. Parce que ce n'est pas un combat de femmes contre hommes, c'est un combat de société. Si on veut faire grandir la société, aussi économiquement, on a besoin de 52% de la population. Et je te parle aussi de ce que je porte comme sujet, qui est l'éducation financière, au-delà de l'éducation aux maths, l'éducation financière comme véhicule d'émancipation. Aujourd'hui, les femmes sont en possession d'une richesse qui ne va pas dans l'écosystème parce qu'elles n'investissent pas ou investissent moins que les hommes. 18% contre 34%. Tu me diras, et c'est quoi le problème? Le problème, c'est énorme. L'inégalité à la retraite, après. Exactement, c'est l'inégalité à la retraite. Et donc, oui, il faut travailler sur l'éléphant dans le room, qui est le salaire, et donc avoir une égalité salariale, non, mais ça sur c'est le la wealth, base. C'est bien pire. Mais sur le wealth, c'est bien pire. Et donc, tout le travail qui est fait par des associations, des réseaux comme Financiel, que je veux aussi citer, c'est tout un travail que nous faisons sur l'éducation financière, parce que l'éducation financière, c'est un véhicule de liberté. Mais d'ailleurs, cette interview sera diffusée avant la grande journée organisée par Financiel en juillet. Et Mastercard est membre de Financiel. Et où il y aura, entre autres, beaucoup de gens, dont Madame Lagarde. Exactement, qui est marraine de Financiel. Nous avons l'honneur... Rappelle-nous la date, on peut toujours la partager. C'est le 16 juillet. 16 juillet. C'est le 16 juillet. Ça va être une soirée formidable, en présence d'une femme à rôle modèle incroyable comme Madame Lagarde, mais sur des sujets qui sont vraiment importants, comme l'indépendance financière. Et alors pour finir là-dessus, d'abord deux choses, je rebondis parce qu'à l'époque justement, moi j'avais fait venir Madame Lagarde et je m'étais rendu compte de sa puissance, j'allais dire médiatique, mais presque ça faisait, presque de la peine de voir toutes ces femmes qui n'avaient que ça comme référence et rôle modèle. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup des femmes qui ont réussi. Heureusement. Aujourd'hui, heureusement d'ailleurs ce jour-là, il y a Madame Lagarde, mais il y en a beaucoup d'autres qui viennent. Absolument. Donc ça c'est intéressant. Est-ce que toi tu vas réussir à libérer un tout petit peu de temps pour aller dans les écoles et montrer qu'une femme peut être patronne de Mastercard France? Je le fais déjà avec une association qui s'appelle Elestime. Donc, on fait des journées dans des collèges un peu partout en France. Donc, déjà, c'est une association incroyable. En fait, je n'ai pas le temps de parler de toutes les associations, de toutes les personnes qui portent à bras à cœur ce sujet-là, mais on le fait déjà. On va à la rencontre des jeunes générations, pas forcément pour parler seulement de Mastercard, mais pour donner envie à ces jeunes filles de s'approcher, s'intéresser aux matières scientifiques, montrer qu'il y a différents rôles que tu peux faire au sein d'une société. J'étais dans la partie service, j'étais la partie marketing, j'étais la partie produit. C'est possible. C'est possible, c'est tout à fait possible. Il suffit d'être curieuse, de s'intéresser et à nous, à moi, à toi, de donner les opportunités. Tu sais que je le fais, je crois. Je sais, et d'ailleurs, nous avons besoin, Laurent, de toi, mais des autres hommes engagés, parce qu'encore une fois, c'est un combat sociétal, c'est pas quelque chose de homme contre les femmes. Tu sais que Mastercard nous a soutenus pendant près de 10 ans dans le Women in Finance, et tu sais qu'on y tient beaucoup, et que c'est grâce à votre soutien qu'on a pu essayer d'avancer, de mélanger hommes et femmes de pouvoir pour travailler sur ces sujets. Une petite conclusion en creux. Finalement, nous avons très peu parlé de FinTech. Il y a une petite raison à ça, et qui, je me permets de le dire, fait un peu écho à ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que sur le sujet des femmes, en réponse à ma petite amertume, tu m'as dit il y a peut-être une gender fatigue.
j'ai un peu l'impression que sur la thématique fintech, il y a une fintech fatigue médiatique, j'entends, hein, je ne parle pas de la réalité, médiatique, qui fait qu'on parle moins. Mais finalement, les deux sujets ont un point commun. Pour un acteur comme Mastercard, tous ces sujets-là, c'est du temps long. Alors, il y a des moments où on en parle un peu plus, un peu moins, mais rien ne se fait en 3 ans. Ah, oui. C'est la durée. Travailler avec des fintechs, c'est pour 15 ans, 20 ans. C'est pas un sujet juste de buzz. Et la gender diversité, finalement, c'est pas un sujet de 3 ans pour faire de la pub. C'est sur 10 ans, 20 ans, 30 ans Mais que ça, vous vous impliquez. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est part de notre stratégie. Mais nous, on continue beaucoup à travailler avec les fintechs. On a d'ailleurs un fintech challenge en 18 septembre. Donc, on les accompagne. J'ai cité déjà auparavant des fintechs, mais on travaille aujourd'hui avec eux. Je suis d'accord que médiatiquement, on parle quand même beaucoup moins de ces sujets fintech qu'il y a quelques années. Parce que je pense que c'était la nouveauté. Il y a une petite fintech fatigue, entre guillemets, médiatique. Tu penses? Je ne sais médiatique, pas. Médiatique. Je ne parle pas des acteurs qui sont super. Il y a des super trucs qui arrivent, des belles innovations, il y a plein de choses. Vraiment, surtout la France. En France, il y a des tonnes d'entrepreneurs. On a une des meilleures associations en Europe, elle est en France. Cette énergie d'entreprendre est partout. Il faut le rappeler parce que des fois, on met en avant les choses négatives. On met moins en avant qu'à une époque, voilà, c'est tout. D'accord, tu remarques ça. Ah oui, cette thématique-là, moi, il y a d'autres thématiques qu'on met en avant en ce moment dans la start-up, mais les fintechs qui étaient avant, on parlait que de ça dans les médias, même aux 20h, ils les invitaient, etc. D'accord. Ça a un peu passé en second, voilà. Mais ça n'empêche pas qu'elles travaillent tout le temps autant, et qu'il y a plus que jamais des projets chez toi. Ah oui, plus que jamais, différenciant, innovant. On parle de plus en plus de la finance, d'embedded finance. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les BaaS, les Bank as a Services. Donc, oui, nous, on a toute une série de partenaires avec lesquels on travaille. Et moi, je n'ai pas remarqué ça, mais je prends ton point sous la... Juste médiatique. Un grand merci. Merci. Moi, j'aurais encore plein de questions. Merci Barbara. À très vite à l'Axel, dont je rappelle que Mastercard est membre depuis très longtemps, depuis les années. Donc, merci pour ton soutien à l'Axel. Merci beaucoup pour ton invite. Merci pour cette discussion. Et à très bientôt. Au revoir. Et nous, on se retrouve très prochainement. Mon prochain invité, je crois de mémoire, sera Gilles Babinet. Au revoir et à bientôt.